Ce que tu sens en ce moment sur tes mains n'existe pas vraiment, et la science l'a prouvé. Attends, laisse-moi reformuler ça, parce que c'est plus étrange encore que ça en a l'air. Prends n'importe quel objet métallique à portée de main. Une clé, un trousseau, une pièce de monnaie qui traîne depuis des semaines au fond de ta poche. Frotte-la entre tes paumes, une vingtaine de secondes, avec un peu d'énergie. Et maintenant, approche tes mains de ton visage. Tu sens ça? Cette odeur froide, légèrement âcre, que tu reconnaîtrais les yeux fermés et que tu appellerais sans la moindre hésitation odeur de métal. Tu l'as sentie toute ta vie. Sur les rampes d'escalier, sur les poignées de vélo, sur les pièces échangées à la caisse d'un marché. Tu la connais comme tu connais l'odeur de la pluie ou du pain grillé. Elle fait partie du décor sensoriel de ton existence depuis l'enfance. Sauf qu'elle ne vient pas du métal. Pas du tout. Pas une seule molécule de ce que tu sens en ce moment n'a été émise par le métal lui-même. Des chercheurs de l'université de Leipzig ont publié des résultats qui ont déconcerté beaucoup de monde à l'époque et qui méritent d'être connus bien au-delà des revues scientifiques. Leur conclusion était simple et brutale. Aucun métal solide, absolument aucun, n'a de volatilité à température ambiante. Le fer, le cuivre, le zinc, l'étain, zéro. Pour qu'un matériau dégage une odeur, il faut qu'il libère des molécules dans l'air. Et un métal à 20 degrés ne libère rien. Il ne peut pas. Sa structure cristalline le lui interdit physiquement. Alors d'où vient cette odeur que tout le monde connaît et que personne ne remet en question? La réponse est à la fois fascinante et légèrement dérangeante. Ce que tu sens, c'est ta propre peau. Dès que les ions métalliques entrent en contact avec la surface de ton épiderme, ils déclenchent une réaction chimique quasi instantanée. Ils attaquent les molécules lipidiques présentes à la surface de ta peau et les fragmentent en composés volatiles, des aldéhydes et des cétones, qui s'évaporent immédiatement et remontent vers tes narines. En une fraction de seconde, ta peau est devenue le réactif d'une expérience de chimie que tu n'as pas demandée. Et ton cerveau, fidèle à ses habitudes, colle une étiquette sur la sensation. Il dit « métal », parce qu'il a appris à associer ce contexte à cette odeur. Parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Parce que personne ne lui a jamais dit le contraire. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Pas l'anecdote chimique en elle-même, même si elle vaut le détour. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Le fait que pendant des dizaines d'années de ta vie, tu as senti quelque chose. Tu lui as donné un nom. Tu t'es construit une certitude absolue. Et cette certitude était entièrement fausse. Pas approximative, pas partiellement juste. Fausse. L'odeur que tu attribuais à la matière venait de toi. Tu étais la source. Tu étais le phénomène. Et tu ne le savais pas. Je trouve ça vertigineux, vraiment. Parce que si cette certitude-là était fausse, une certitude aussi basique, aussi ancienne, aussi universellement partagée, alors combien d'autres le sont aussi? Combien de choses que tu sais, que tu n'as jamais remises en question parce qu'elles semblaient tellement évidentes, sont en réalité des constructions que ton cerveau a fabriquées pour simplifier un monde trop complexe à traiter dans sa totalité? C'est une question inconfortable, et c'est exactement pour ça qu'elle est utile. Mais revenons au métal, parce que ce petit détour par la chimie de ta peau n'est qu'une porte d'entrée. Ce que cet élément fait à ta peau en quelques secondes de contact est presque anodin comparé à ce qu'il fait à d'autres choses. Des choses invisibles, des choses qui, elles, peuvent te tuer. Et ça, on va en parler maintenant. Si cette histoire t'a déjà surpris, abonne-toi et laisse un like, parce que la suite va aller beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Donc reprenons. Ta peau se décompose légèrement au contact de certains métaux, et tu appelles ça une odeur métallique. Très bien. Maintenant, imagine ce que ce même processus fait à une bactérie. Parce que la différence, c'est que toi tu survives à l'expérience. La bactérie, elle, n'a pas cette chance. Voilà ce qui se passe en ce moment même sur la poignée de porte de ton couloir, si elle est en laiton ou en cuivre. Une bactérie se pose sur la surface. Elle cherche à s'y accrocher, à s'y multiplier, à coloniser cet espace comme elle coloniserait n'importe quelle autre surface. Sauf que cette surface-là n'est pas comme les autres. En quelques minutes, les ions métalliques commencent à interagir avec les protéines de sa membrane extérieure. Ils s'y accrochent, précisément là où se trouvent les atomes de soufre dans les protéines membranaires.
La membrane perd son intégrité. Elle commence à laisser passer ce qu'elle devrait bloquer. Un choc osmotique brutal. Des ions étrangers s'engouffrent à l'intérieur de la cellule, en quantité massive. Et là, le deuxième acte commence. Ces ions génèrent à l'intérieur de la cellule des radicaux hydroxyles, des formes extrêmement réactives de l'oxygène, qui attaquent l'ADN bactérien en dizaines d'endroits en même temps. Les mécanismes de réparation cellulaire sont saturés en quelques instants. La cellule ne peut plus se réparer. Elle ne peut plus se diviser. Elle ne peut plus transmettre quoi que ce soit. Elle cesse de fonctionner, puis elle cesse d'exister. C'est fini. Ce processus prend entre 10 minutes et 2 heures, selon la bactérie concernée. Sur une surface en acier inoxydable, exactement la même bactérie peut survivre plusieurs jours. Sur du plastique, elle peut tenir des semaines. Cette différence n'est pas anecdotique, elle est fondamentale. Elle change tout ce qu'on peut penser sur la manière dont on organise les espaces où les gens se soignent, mangent, dorment. Un staphylocoque doré résistant aux antibiotiques, le genre de bactérie qui provoque des infections hospitalières impossibles à traiter avec les médicaments modernes, est détruit en moins de 2 heures sur une surface en cuivre. Sur l'acier inoxydable des hôpitaux actuels, cette même bactérie survit plusieurs jours. Pendant ces jours, elle touche des mains, des instruments, des patients. Et pourtant nos hôpitaux brillent de partout en inox. Nos cafétérias ont des plateaux en plastique. Nos transports en commun ont des barres d'appui en acier. On a fait des choix esthétiques et économiques qui ont ignoré une propriété physique fondamentale de ce métal rougeâtre que l'humanité utilise depuis des millénaires. Un métal qui tue les bactéries sans électricité, sans produits chimiques, sans aucune intervention humaine, simplement en étant là, simplement en existant dans sa propre nature. Ce que je trouve presque douloureux dans cette histoire, c'est que les anciens le savaient. Pas dans les termes de la microbiologie moderne, pas avec les équations de la chimie des ions. Mais ils le savaient empiriquement, dans leurs pratiques, dans leurs traditions, dans les choix de matériaux qu'ils faisaient sans pouvoir vraiment en expliquer la raison. Puis on a oublié. On a préféré le brillant de l'inox et la légèreté du plastique. Et maintenant on réapprend, à coup d'études cliniques et de rapports d'infection, ce que des générations avant nous appliquaient sans avoir besoin de le démontrer. Mais avant de comprendre pourquoi l'humanité l'a utilisé si tôt et si naturellement, il faut comprendre d'où il vient vraiment. Et là, on va quitter la Terre. On va quitter le système solaire. On va remonter à une époque où ni notre planète ni notre étoile n'existaient encore. Parce que l'histoire de ce métal ne commence pas dans une mine. Elle commence dans l'agonie d'une étoile mourante, à des milliards d'années-lumière d'ici. Chaque atome de cuivre qui existe sur cette planète a été fabriqué dans une explosion si violente qu'elle a surpassé en luminosité des milliards d'étoiles réunies, en quelques secondes seulement. Pas dans un laboratoire, pas dans un volcan, pas au fond d'un océan, dans la mort d'une étoile. Et je veux que tu comprennes vraiment ce que ça signifie, pas juste que tu hoches la tête en disant « Ah oui, intéressant ». Je veux que tu ressentes à quel point cette information change la façon dont tu regardes un simple fil électrique ou une vieille pièce de monnaie. Reprenons depuis là où on s'est arrêté. On parlait de bactéries qui meurent sur des surfaces en cuivre, d'hôpitaux qui auraient pu sauver des vies avec un simple changement de matériaux. Et derrière tout ça, il y a ce métal rougeâtre aux propriétés étranges, qui agit sans bruit, sans effort, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Mais avant de continuer à parler de ce qu'il fait, il faut parler de ce qu'il est. Et pour ça, il faut remonter loin, vraiment loin. Voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas et qui mérite d'être dit clairement. Quand la Terre s'est formée, il y a environ 4,5 milliards d'années, elle s'est formée à partir d'un nuage de gaz et de poussière en rotation autour d'un jeune soleil. Ce nuage contenait déjà du cuivre. Pas un peu. Des quantités significatives, distribuées dans la roche et la poussière primitive. Et voici le point essentiel. Ce cuivre n'a pas été fabriqué par notre Soleil. Notre Soleil n'en est pas capable. Aucune étoile ordinaire n'en est capable. Ce cuivre existait déjà avant que notre système solaire ne commence à se former. Il venait d'ailleurs. Il venait d'avant. L'analyse isotopique de fragments de météorites
Ces cailloux cosmiques qui sont des restes intacts du disque primitif dont est née notre planète révèlent quelque chose de saisissant. Le cuivre présent dans ces météorites a été synthétisé dans des étoiles qui ont vécu et sont mortes des milliards d'années avant la naissance de notre Soleil. Des milliards, pas des millions, des milliards. Quand tu touches une surface en cuivre, tu touches littéralement de la matière qui existait avant notre étoile, avant notre planète, avant nos océans, avant toute forme de vie sur Terre. Cette poignée de porte dans ton couloir est faite de quelque chose qui a survécu à des cataclysmes cosmiques que notre cerveau humain n'est même pas équipé pour imaginer correctement. Mais comment est-il apparu, ce cuivre, si ce n'est pas notre Soleil qui l'a fabriqué? Pour répondre à ça, il faut comprendre comment fonctionne une étoile. Et surtout, comment elle finit. Une étoile comme notre Soleil est essentiellement une machine à fusion nucléaire. Elle prend de l'hydrogène, elle le comprime sous une pression et une chaleur inimaginables. Elle fusionne les noyaux ensemble pour former de l'hélium, et cette réaction libère une quantité d'énergie phénoménale. C'est cette énergie qui fait briller une étoile. C'est cette énergie qui réchauffe notre planète depuis des milliards d'années. Et ce processus fonctionne en cascade. Quand l'hydrogène commence à manquer au cœur de l'étoile, elle comprime davantage. La température monte encore, et l'hélium commence à fusionner à son tour pour former du carbone. Puis le carbone fusionne pour former de l'oxygène. Puis l'oxygène pour former du silicium. Chaque étape demande plus de pression, plus de température, et chaque étape produit un élément plus lourd que le précédent. Ce processus s'arrête au fer, et cet arrêt est absolu. Le fer est ce qu'on appelle une impasse énergétique. Pour tous les éléments plus légers que le fer, la fusion libère de l'énergie. C'est pour ça qu'elle se produit spontanément au cœur des étoiles. Mais à partir du fer, ça s'inverse. Fusionner du fer ne libère pas d'énergie. Au contraire, ça en consomme. L'étoile ne peut plus alimenter sa propre réaction. Elle ne peut plus repousser la gravité qui comprime son cœur depuis des millions d'années. Et quand cette balance bascule, ce qui se produit ensuite est la chose la plus violente que l'univers soit capable de produire. Le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. Des couches entières de plasma, représentant des masses équivalentes à plusieurs fois celles de notre Soleil, tombent vers le centre à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Elles percutent le noyau devenu incompressible et rebondissent vers l'extérieur sous forme d'une onde de choc titanesque. L'étoile explose. Pas doucement, pas progressivement. En une poignée de secondes, elle libère plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. C'est ça, une supernova. Et c'est exactement dans ce chaos, dans cette violence absolue, que le cuivre apparaît. Pendant l'explosion, des flux de neutrons d'une densité incroyable traversent la matière en train de se disperser. Ces neutrons sont capturés par les noyaux atomiques à une vitesse vertigineuse. Les noyaux grossissent, se transforment, franchissent des étapes que la fusion tranquille d'une étoile stable ne peut jamais atteindre. En quelques secondes, des éléments lourds que l'univers ne sait fabriquer d'aucune autre manière sont créés en quantité massive. Le cuivre, l'or, l'argent, l'étain. Tout ça naît dans l'agonie d'une étoile mourante, projetée dans l'espace, dispersée sur des années-lumière, puis lentement regroupée par la gravité dans de nouveaux nuages, de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Notre planète, notre croûte terrestre, tes mains. Je veux que tu t'arrêtes une seconde sur cette idée. Pas pour être poétique, pour être précis. La matière qui constitue en ce moment le câble qui alimente l'écran sur lequel tu regardes cette vidéo a traversé une explosion stellaire d'une magnitude impossible à visualiser, a flotté dans le vide interstellaire pendant des milliards d'années, a été capturée par la gravité de notre système solaire en formation, a plongé dans la roche de notre planète et a finalement été extraite, fondue et façonnée par des mains humaines. Tout ça pour conduire un signal électrique entre une prise et un appareil. Et pourtant, même ça, même cette origine cosmique absolument stupéfiante, n'est pas la partie la plus étrange de l'histoire de ce métal. Parce que si l'univers avait été construit différemment, si les règles de la physique nucléaire avaient été légèrement différentes, le cuivre n'aurait peut-être jamais pu exister. Et ce détail-là, ce détail sur le fer et les limites de la fusion stellaire,
mérite qu'on s'y arrête beaucoup plus longuement. Parce qu'il révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont la création fonctionne dans cet univers. Quelque chose que personne n'explique vraiment clairement et qui change tout. Quand la Terre s'est formée, le cuivre aurait dû disparaître à jamais dans son noyau en fusion, et le fait qu'il soit encore là aujourd'hui est presque un accident. Voilà ce dont on n'a pas parlé encore. On a dit que le cuivre venait de l'espace, qu'il était né dans des explosions stellaires d'une violence inimaginable, qu'il flottait dans le nuage de poussière primitive dont notre planète s'est constituée. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a une étape intermédiaire que la plupart des gens ignorent, et qui aurait très bien pu tout changer. Quand la Terre était jeune, il y a environ 4,5 milliards d'années, elle n'avait pas l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Pas de continent, pas d'océan, pas de croûte stable. C'était une sphère de roche en fusion, une masse incandescente soumise à une chaleur et une pression interne si intense que toute la matière était à l'état liquide ou semi-liquide. Et dans cet état, la gravité faisait son travail. Elle triait. Elle séparait les éléments en fonction de leur densité, comme une centrifugeuse géologique qui tourne depuis des millions d'années sans s'arrêter. Les éléments les plus lourds et les plus denses, le fer, le nickel, ont plongé vers le centre. Ils ont constitué le noyau métallique de notre planète, ce noyau qui existe encore aujourd'hui et qui génère notre champ magnétique. Les éléments plus légers ont remonté vers la surface, ont formé la croûte et le manteau. Et le cuivre, lui, s'est retrouvé dans une position délicate. Il est assez dense pour avoir partiellement suivi le fer vers le bas. Une bonne partie du cuivre originel est probablement enfouie dans le noyau, inaccessible pour toujours. Mais une fraction s'est accrochée. Elle s'est liée à du soufre pour former des minéraux sulfurés dans la croûte. Elle s'est glissée dans des failles, dans des veines rocheuses, dans des poches géologiques que des millions d'années d'érosion ont parfois ramenées à la surface. Et c'est là que ça devient vraiment remarquable. Ces minéraux de cuivre qui ont émergé à la surface de la roche, après des millions d'années de pression géologique, ils ne ressemblent pas à la roche ordinaire. Ils ont des couleurs vives, intenses, inhabituelles. Le vert profond du malachite, le bleu électrique de l'azurite. Dans un paysage de granit gris et de terre brune, ces minéraux brillent comme des signaux. Comme si la géologie elle-même avait décidé de les rendre visibles, de les signaler. Et des milliards d'années plus tard, un certain primate bipède au cerveau particulièrement développé a levé les yeux, a vu ces couleurs dans la roche et a tendu la main pour toucher. Ce moment-là a tout changé. Vraiment tout. Mais avant d'en parler, laisse-moi te dire une chose sur le temps. Parce que quand on dit que le cuivre est plus vieux que notre Soleil, on dit quelque chose d'énorme sans vraiment le mesurer. Notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années. La matière de notre planète, donc la matière de tout ce qui existe ici, a à peu près le même âge. Mais le cuivre qu'elle contient, lui, a été synthétisé dans des étoiles qui ont vécu et sont mortes, avant même que notre système solaire commence à se former. Ce qui signifie que certains atomes de cuivre ont peut-être 5, 6, 7 milliards d'années, ou plus encore. Pour donner une échelle à ça, si tu comprimais toute l'histoire de l'univers depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui en une seule année, les premières étoiles suffisamment massives pour forger du cuivre sont mortes quelque part en mars ou en avril. Notre Soleil s'est allumé en septembre. Les dinosaures ont existé entre le 25 et le 30 décembre. Et toute l'histoire humaine, depuis nos premiers ancêtres jusqu'à ce moment précis où tu écoutes ces mots, tient dans les dernières secondes du 31 décembre. Le cuivre dans ton câble de chargeur a traversé presque toute cette année imaginaire. Il était là en mars. Il est encore là maintenant. Et nous sommes arrivés à la toute dernière seconde, avons trouvé ce métal dans le sol et avons décidé que c'était nous qui le possédions. C'est une pensée qui mérite d'être gardée en tête pendant qu'on continue. Parce que la prochaine partie de cette histoire concerne précisément ce moment où l'humanité a mis la main sur ce métal pour la première fois. Et ce qu'elle en a fait est bien plus impressionnant que ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a raconté une histoire simple et un peu condescendante. Des êtres humains primitifs, à peine sortis des cavernes, qui ramassaient des cailloux brillants et les frappaient avec d'autres cailloux. Une époque de tâtonnement maladroit,
avant que les vraies civilisations n'arrivent avec leurs pyramides et leurs empires. C'est à peu près ce que la plupart des manuels scolaires enseignent sur ce qu'on appelle l'âge du cuivre. Et c'est, pour être direct, une reconstruction qui ne résiste pas à l'examen des données disponibles aujourd'hui. Parce que les archéologues et les paléométallurgistes, ces chercheurs qui étudient les techniques de traitement des métaux dans les sociétés anciennes, ont accumulé depuis une trentaine d'années un ensemble de preuves qui racontent une histoire radicalement différente. Pas une époque de tâtonnement, pas une transition balbutiante, quelque chose qui ressemble bien davantage à une révolution technique délibérée, organisée et transmise avec soin sur des générations entières. Des sites de fonte du cuivre ont été retrouvés sur les Balkans, dont les traces remontent à environ 7000 ans. Pas des feux de camp hasardeux, des structures de cuisson construites intentionnellement, capables de maintenir une température stable et précise au-delà de 1080 degrés, qui est le point de fusion du cuivre. Pour atteindre cette température de façon répétée et contrôlée, avec les seuls matériaux disponibles à l'époque, il faut de la connaissance. Il faut comprendre comment orienter un four pour utiliser le vent. Il faut savoir quel type de combustible produit quelle intensité de chaleur. Il faut savoir lire la couleur du métal en fusion pour juger de sa pureté. Ce n'est pas de l'instinct, ce n'est pas de la chance, c'est un savoir-faire construit, affiné et transmis. Et des sites encore plus anciens, au sud-est de la Turquie et dans la région de l'actuel Irak, montrent des traces de travail du cuivre remontant à 9 ou 10 000 ans. À une époque où la roue n'avait pas encore été inventée, où le cheval n'était pas encore domestiqué, où le tour de potier n'existait pas encore. Ces gens ne savaient pas faire ces choses-là, mais ils savaient travailler le métal. Ils savaient reconnaître les minerais, les extraire, les chauffer, en façonner des formes précises. Ce que ça nous dit sur nos ancêtres est quelque chose que l'histoire officielle n'aime pas vraiment admettre. Ces gens n'étaient pas moins intelligents que nous, pas moins capables, pas moins organisés. Ils vivaient dans des conditions que nous aurions du mal à imaginer, mais leur cerveau fonctionnait exactement comme le nôtre. Et quand ils ont mis la main sur ce métal rougeâtre aux couleurs vives dans la roche, ils n'ont pas juste ramassé un joli caillou. Ils ont commencé à construire quelque chose. Et ce qu'ils ont construit a changé la nature même de ce que signifie être humain. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qui se passait au moment précis où un bloc de minerai fondu devenait pour la première fois exactement la forme que quelqu'un avait décidé à l'avance. On a retrouvé un homme mort depuis plus de 5000 ans dans un glacier alpin, et ce qu'il portait sur lui a forcé les scientifiques à réécrire complètement ce qu'ils croyaient savoir sur nos ancêtres. Pas une légende, pas une reconstitution hypothétique. Un corps réel, des vêtements réels, des outils réels, conservés par le froid avec une précision qui donne le vertige. Et parmi ces affaires, une hache. Une hache dont la lame, quand les métallurgistes l'ont analysée en laboratoire, a révélé quelque chose d'absolument inattendu. La pureté du métal était comparable à ce que l'industrie du XIXe siècle produisait avec ses fours modernes et ses techniques de raffinage élaborées. Un homme mort depuis plus de 5000 ans transportait un outil métallurgiquement sophistiqué. Et ce n'était pas le plus surprenant. Les analyses isotopiques, c'est-à-dire l'étude de la composition précise des atomes du métal pour déterminer d'où provient la matière première, ont montré que le minerai utilisé pour forger cette hache ne venait pas de la région où le corps a été retrouvé. Il venait de plusieurs centaines de kilomètres plus loin, d'une zone géologiquement distincte, reconnaissable par sa signature chimique particulière. Ce qui signifie que ce métal avait voyagé. Quelqu'un l'avait extrait à un endroit, quelqu'un d'autre l'avait transporté, quelqu'un d'autre encore l'avait fondu et forgé, et finalement cet homme le portait avec lui à travers un col de montagne, à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce n'est pas un artisan isolé qui bricolait dans sa caverne. C'est la preuve d'un réseau, d'une chaîne de personnes spécialisées, chacune faisant sa partie du travail, échangeant sur des distances significatives, il y a 5000 ans, dans un monde sans écriture, sans monnaie standardisée, sans État centralisé. La division du travail, le commerce à longue distance, la spécialisation professionnelle. Tout ça existait bien avant que les grandes civilisations dont on nous parle à l'école ne commencent à construire leurs premières pierres. Imagine la scène. Quelque part dans une vallée,
Un homme ou une femme connaît les roches. Il ou elle sait reconnaître à l'œil les filons qui valent la peine d'être creusés. Il ou elle sait que cette veine verte dans la falaise, là, à cet endroit précis, contient ce qu'il faut. Il ou elle extrait le minerai, le concasse, le prépare. Puis ce minerai passe entre d'autres mains, d'autres personnes qui savent comment construire un four, comment orienter l'ouverture face au vent dominant pour obtenir la bonne chaleur, comment surveiller la couleur des flammes pour savoir quand la température est suffisante. L'air chaud qui sort de ce four sent le soufre et la roche chaude, une odeur âcre et minérale que personne dans cette vallée n'associe à un danger, mais à un travail, à quelque chose d'utile, à quelque chose de précieux. Puis le métal fondu, ce liquide rougeâtre et lumineux qui coule dans une forme creusée dans la terre ou dans la pierre, refroidit lentement. Il devient solide. Il prend la forme exacte que quelqu'un a décidée avant même de commencer à chauffer le four. Et ça, ce passage du liquide au solide, avec une forme prédéterminée, c'est exactement le point de basculement dont on va parler maintenant. Parce que c'est peut-être le moment le plus important de toute l'histoire humaine. Et personne n'en parle jamais comme ça. Voilà la question que je veux que tu te poses. Avant le métal, comment un être humain fabriquait-il un outil? Il prenait une pierre, il la frappait avec une autre pierre selon des angles précis, en suivant les lignes de fracture naturelles du matériau. Il enlevait de la matière pour révéler une forme qui était, d'une certaine façon, déjà dans la pierre. Comme un sculpteur qui dit qu'il enlève ce qui n'est pas la statue. Le tailleur de silex ne choisissait pas vraiment la forme finale. Il négociait avec la pierre. Il travaillait dans les limites que le matériau lui imposait. Un éclat d'obsidienne coupe dans une certaine direction parce que sa structure cristalline le permet, pas dans une autre. La forme de l'outil était une conversation entre l'intention humaine et les contraintes de la matière. Et la matière avait souvent le dernier mot. Avec le métal fondu, cette équation s'inverse complètement. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, c'est l'idée qui dicte la forme, pas le matériau. Tu veux un angle à 90 degrés précis, tu le coules. Tu veux une courbure particulière dans une lame, tu modifies ton moule. Tu veux un trou à un endroit spécifique, tu le prévois avant même que le métal soit liquide. Le matériau arrive dans le moule comme de l'eau dans un récipient. Il prend la forme qu'on lui impose. Il n'a pas le choix. C'est un basculement philosophique autant que technique. Avant, l'être humain s'adaptait aux limites de ce que la nature lui donnait. Après, il commence à plier la nature à ce qu'il a imaginé. Cette capacité, projeter une forme dans son esprit et la reproduire fidèlement dans la matière, est exactement la même capacité qui, des millénaires plus tard, allait permettre de concevoir des moteurs, des circuits électroniques, des architectures de données. Le premier fondeur qui a coulé du métal dans un moule et obtenu exactement ce qu'il voulait, a fait quelque chose que ses ancêtres n'avaient jamais pu faire. Il a prouvé que la matière pouvait obéir à la pensée. Et cette découverte ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est propagée. Elle a voyagé avec les réseaux commerciaux dont on vient de parler. Elle a franchi des montagnes et des fleuves. Elle a été copiée, améliorée, transmise. Et quelque part dans ce processus de diffusion et d'amélioration, quelqu'un a fait une découverte accidentelle qui allait décupler la puissance de ce métal d'une façon que personne n'avait anticipée. Quelqu'un a ajouté quelque chose au cuivre en fusion. Quelque chose qui a tout changé une deuxième fois. Et ce que ça a produit a redessiné les frontières des empires, décidé du sort des guerres, et déterminé quel peuple allait dominer le monde pendant des siècles. Le jour où quelqu'un a ajouté une petite quantité d'étain au cuivre en fusion, il a créé sans le savoir l'arme la plus dévastatrice que le monde ancien ait jamais connue, et a condamné des civilisations entières à disparaître. On s'est arrêté sur cette idée. Quelqu'un avait fait une découverte accidentelle. Quelqu'un avait ajouté quelque chose au cuivre. Et ce quelque chose avait tout changé. Voilà ce qui s'est passé. Le bronze, cet alliage de cuivre et d'étain dans des proportions d'environ 9 parts pour 1, est un matériau fondamentalement différent de ces deux composants pris séparément. Plus dur, plus résistant au choc, capable de garder un tranchant bien plus longtemps, et surtout, capable d'être coulé dans des formes d'une complexité que le cuivre seul rendait difficile.
Une lame de bronze tient son fil plusieurs fois plus longtemps qu'une lame de cuivre pur. Un bouclier de bronze absorbe un impact sans se déformer là où le cuivre plierait. Une pointe de lance en bronze perce là où le cuivre s'écrase. Ce n'était pas juste un meilleur métal, c'était une rupture technologique. Et comme toute rupture technologique, elle n'a pas profité à tout le monde de la même façon. Elle a profité à ceux qui y avaient accès. Et l'accès au bronze dépendait de deux choses. Du cuivre d'abord, et de l'État ensuite. Et c'est là que la géopolitique entre en jeu d'une façon qui ressemble troublamment à ce que nous vivons aujourd'hui avec le pétrole ou les métaux rares. Le cuivre était relativement répandu. On en trouvait dans beaucoup de régions du monde. Des gisements en surface, des filons accessibles, des minerais colorés que n'importe quel groupe humain avec un peu de connaissances pouvait repérer et exploiter. Mais l'étain, lui, était rare, vraiment rare. Sa distribution géographique sur la planète est extraordinairement inégale. Les grands gisements exploitables à l'époque se trouvaient dans des endroits précis et distants les uns des autres. Des régions côtières de l'ouest de l'Europe, des zones montagneuses d'Asie centrale, quelques points isolés en Méditerranée orientale. Ce que ça signifie concrètement, c'est que pour produire du bronze, il fallait que deux ressources géographiquement séparées se retrouvent au même endroit. Et pour que ça se produise à grande échelle, il fallait des routes commerciales. Des routes maritimes et terrestres capables de transporter des cargaisons lourdes sur des milliers de kilomètres. Et ces routes, une fois établies, sont devenues les veines d'un organisme économique d'une sophistication remarquable. Des navires chargés de lingots traversaient la Méditerranée. Des caravanes transportaient du minerai à travers des cols de montagne. Des entrepôts intermédiaires stockaient les matières premières en attente de transformation. Des artisans spécialisés attendaient les livraisons pour pouvoir travailler. Imagine ce réseau. Un marchand dans un port de la Méditerranée orientale qui négocie avec un intermédiaire venu du nord de l'Europe. Deux hommes qui ne partagent pas la même langue, pas les mêmes dieux, pas les mêmes coutumes, mais qui comprennent tous les deux la valeur de ce qu'ils échangent. Le lingot froid et lourd qui change de main, le son mat qu'il fait quand on le pose sur une surface en bois, la transaction silencieuse d'une matière première qui va finir en armure, en outils, en vaisseau. Ce réseau fonctionnait. Il fonctionnait remarquablement bien, pendant des siècles. Et puis il s'est effondré. Et quand il s'est effondré, il n'a pas emmené avec lui juste une économie. Il a emporté des civilisations entières. C'est exactement ce dont on va parler maintenant. Parce que cet effondrement est l'une des catastrophes les plus stupéfiantes de toute l'histoire humaine. Et il est directement lié à ce métal rougeâtre dont on parle depuis le début. Voici ce qui s'est passé en quelques décennies, dans une période constituée aux alentours de la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Plusieurs grandes civilisations qui coexistaient et commerçaient depuis des siècles ont cessé d'exister presque simultanément. Pas affaiblies, pas réduites, disparues. Des cités portuaires qui étaient des centres de commerce internationaux ont été brûlées et n'ont jamais été reconstruites. Des palais qui avaient organisé la production et la redistribution des richesses sur des territoires entiers ont été abandonnés, parfois en quelques semaines à peine, les réserves encore en place, les archives encore dans leurs étagères. Des systèmes d'écriture qui avaient permis de gérer des économies complexes pendant des générations ont disparu. Les générations suivantes ne savaient plus lire ce que leurs grands-parents avaient écrit. Les historiens débattent encore des causes précises. Il y a probablement eu plusieurs facteurs en même temps. Des migrations de populations déplacées par des pressions climatiques ou politiques dans d'autres régions. Des sécheresses prolongées qui ont fragilisé les réserves alimentaires. Des troubles internes dans des sociétés sous tension. Mais le fil conducteur que tous ces effondrements ont en commun, c'est la rupture des routes commerciales. Et au cœur de ces routes commerciales, il y avait le bronze. Et au cœur du bronze, il y avait l'étain et le cuivre. Quand les navires ont cessé de circuler, quand les caravanes n'arrivaient plus, quand les lingots ne venaient plus alimenter les ateliers, toute la mécanique s'est grippée. Les armées ne pouvaient plus renouveler leurs équipements. Les artisans ne pouvaient plus produire. Les surplus agricoles ne pouvaient plus être échangés contre les matières premières dont les régions avaient besoin. Une civilisation qui s'est construite sur l'hypothèse implicite que les approvisionnements continueraient à arriver
s'est retrouvé face à la brutalité d'un monde où cette hypothèse n'était plus valide. Et ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas l'ampleur de la catastrophe. C'est sa vitesse. Des systèmes qui fonctionnaient depuis des siècles se sont désintégrés en quelques décennies. Des villes qui avaient survécu à des guerres, à des famines, à des tremblements de terre, ont été abandonnées parce que la chaîne d'approvisionnement qui les nourrissait s'était rompue. La sophistication d'une civilisation n'est pas une protection contre l'effondrement. Parfois, c'est exactement l'inverse. Plus un système est élaboré, plus il dépend de ses connexions. Et plus il dépend de ses connexions, plus il est vulnérable si ces connexions disparaissent. On a tendance à penser que les sociétés complexes sont plus solides que les sociétés simples, que la sophistication est un bouclier. Mais ce que cet effondrement nous montre, c'est que la complexité est aussi une fragilité. Une société qui sait tout faire par elle-même peut survivre à l'isolement. Une société qui s'est spécialisée, qui a externalisé certaines productions, qui dépend d'imports essentiels, elle ne peut pas. Et nous, aujourd'hui, nous sommes bien plus spécialisés et bien plus dépendants que n'importe quelle civilisation du deuxième millénaire avant notre ère. La question n'est pas de savoir si notre époque pourrait connaître un effondrement similaire. La question est de savoir ce qui nous en protège vraiment. Et la réponse, quand on y réfléchit honnêtement, est plus inconfortable qu'on ne le voudrait. Mais avant d'y répondre, il y a une autre histoire à raconter. Une histoire sur ce que les civilisations qui ont survécu à cet effondrement ont fait ensuite avec ce métal. Et notamment une façon très particulière de s'en servir, qui n'avait rien à voir avec les armes ou les outils, qui avait tout à voir avec le pouvoir et le mensonge. La première grande puissance de l'histoire a inventé l'inflation il y a plus de 2000 ans, et elle l'a fait avec du cuivre, en trichant sur le poids de ses propres pièces de monnaie pendant des siècles. On vient de parler d'effondrement, de civilisations qui disparaissent quand les routes commerciales se coupent. Mais certaines civilisations n'ont pas disparu. Certaines ont survécu, se sont adaptées, ont reconstruit. Et parmi celles-là, il y en a une qui a développé une relation avec le cuivre d'une nature complètement différente. Pas juste technique, pas juste militaire, politique, financière et profondément malhonnête. La monnaie de bronze et de cuivre a été l'un des outils les plus puissants de l'administration d'un grand empire méditerranéen. La pièce standard, la base du système monétaire quotidien, celle que les soldats recevaient en solde, celle que les marchands utilisaient pour les petites transactions, celle que les citoyens manipulaient tous les jours dans leurs mains calleuses. Cette pièce pesait à l'origine plus de 300 grammes. C'était un objet substantiel. Tu le sentais dans ta paume. Tu entendais le bruit sourd qu'il faisait en tombant sur une table en bois. Sa valeur était physiquement présente dans sa masse. Et puis, progressivement, discrètement, sans jamais faire d'annonce officielle, sans jamais expliquer quoi que ce soit aux gens qui utilisaient ces pièces, l'État a commencé à les alléger. Pas d'un coup, pas de façon brutale et visible, lentement, par étapes successives, séparées de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies. Un peu moins de métal à chaque génération. La pièce qui valait officiellement la même chose qu'avant pesait maintenant 10 fois moins, puis 20 fois moins. Le nominal restait identique. La réalité physique s'était évaporée. Les gens le remarquaient bien sûr. Les marchands pesaient les pièces au lieu de les compter. Les soldats se plaignaient que leurs soldes achetaient moins qu'avant. Les vieux comparaient les pièces qu'ils avaient conservées dans un coin avec celles qu'ils recevaient maintenant. Et la différence était visible à l'œil nu. Mais que faire? L'État disait que la pièce valait tant. La loi disait que refuser cette pièce à sa valeur nominale était punissable. Alors, on acceptait, on s'adaptait, on augmentait ses prix pour compenser, ce qui forçait les autres à augmenter les leurs, ce qui dévaluait encore davantage la pièce dans les faits. C'est exactement le mécanisme que les économistes appellent aujourd'hui l'inflation. La quantité de monnaie en circulation augmente plus vite que la quantité de biens disponibles. Chaque unité de monnaie achète progressivement moins. Et ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont des revenus fixes, qui ne peuvent pas ajuster rapidement ce qu'ils reçoivent pour suivre la hausse des prix. Les soldats, les fonctionnaires, les travailleurs à salaire fixe. En d'autres termes,
exactement les gens sur qui l'Empire reposait pour fonctionner. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que le mécanisme est identique aujourd'hui. Les outils sont différents. Plus de pièces de métal qu'on allège discrètement. Des systèmes numériques, des décisions de banque centrale, des politiques monétaires exprimées dans un vocabulaire technique conçu pour être incompréhensible au commun des mortels. Mais la logique est la même. Une autorité centrale contrôle la quantité de monnaie en circulation. Elle peut augmenter cette quantité quand elle en a besoin. Et quand elle le fait, le pouvoir d'achat de chaque unité existante diminue. Ceux qui tiennent les rênes du système monétaire peuvent transférer de la richesse vers eux-mêmes sans jamais lever d'impôts visibles, sans jamais prendre quoi que ce soit directement dans la poche de personne. Ils diluent simplement la valeur de ce que tout le monde possède déjà. Ce tour de passe-passe a été inventé avec du cuivre, avec des pièces qu'on allégeait de quelques grammes à chaque génération. Et il fonctionne encore aujourd'hui, à une échelle et avec une sophistication que les artisans des anciens ateliers monétaires n'auraient pas pu imaginer. Mais voilà ce qu'on n'enseigne jamais à l'école. Ce métal qui a servi à tromper des populations entières pendant des siècles, ce même métal possédait en parallèle une propriété que ces mêmes populations utilisaient sans le savoir pour se protéger. Une propriété que personne ne comprenait, que personne ne cherchait vraiment à expliquer, mais qui était là, discrète et efficace, dans les poignées de porte, dans les récipients de cuisine, dans les outils du quotidien. Et ce n'est qu'au moment où une épidémie dévastatrice a frappé une grande ville européenne qu'un homme a commencé à regarder d'assez près pour remarquer quelque chose d'étrange. Cet homme était médecin. Il travaillait dans une ville en état de panique, où les gens mouraient par milliers en quelques semaines, où les médecins ne comprenaient pas ce qui tuait leurs patients, et où les remèdes disponibles ne servaient pratiquement à rien. Et au milieu de tout ce chaos, il a remarqué une anomalie. Un groupe de personnes qui ne tombaient presque pas malades. Et ce groupe avait un point commun que personne d'autre n'avait pensé à regarder. Ce médecin s'appelait Théodore Manceau. Il travaillait dans le quartier des artisans, celui où les ateliers de métal, de cuir et de tissu se serraient les uns contre les autres dans des ruelles étroites qui sentaient le charbon et la sueur. Et ce qu'il a vu dans ces ateliers allait à l'encontre de tout ce que la médecine de son époque était capable d'expliquer. Les fondeurs, les ciseleurs, les graveurs, ceux dont les mains étaient perpétuellement en contact avec un certain métal rougeâtre, ces gens-là traversaient l'épidémie presque indemnes. Pas tous, pas à 100%, mais avec une différence statistique tellement marquée que Manceau ne pouvait pas l'ignorer. Il a commencé à noter, à comparer, à demander aux gens dans les ateliers depuis combien de temps ils travaillaient ce métal, combien d'heures par jour, quel type de contact ils avaient avec lui. Il a traversé plusieurs vagues épidémiques successives en maintenant ses observations. Il a compilé des données à une époque où personne ne faisait vraiment ça de façon systématique. Et à la fin de ce travail patient et rigoureux, il avait quelque chose de solide. Pas une hypothèse vague, des chiffres, des proportions. Une différence mesurable et reproductible entre ceux qui travaillaient ce métal et ceux qui ne le faisaient pas. Il a présenté ses conclusions devant une assemblée de médecins et de scientifiques. Il a exposé ses données avec précision. Il a montré les tableaux, expliqué la méthode, détaillé les observations. Et la salle a répondu avec une politesse gênée et un silence éloquent. Pas parce que ces données étaient fausses, mais parce que personne dans cette salle n'avait les outils conceptuels pour expliquer ce qu'il décrivait. La science de cette époque ne connaissait pas les bactéries. Elle ne savait pas ce qu'était une infection microbienne. Elle n'avait aucun cadre dans lequel placer l'observation de Manceau. Alors on a rangé ses travaux. On a tourné la page. Et pendant plus d'un siècle, ces notes ont dormi quelque part dans des archives, jaunissant tranquillement pendant que des générations de patients mouraient d'infections que ce métal aurait pu empêcher. Ce n'était pas de la malveillance. C'était quelque chose de plus ordinaire et de plus difficile à combattre que la malveillance. C'était l'incapacité collective à recevoir une information qu'on n'est pas encore prêt à comprendre. Et quand ces travaux ont finalement été retrouvés, bien plus tard, par un chercheur armé des outils de la biologie moderne, ce que ce chercheur a découvert en lisant ces vieilles notes a changé sa façon de voir les choses, pour toujours. Ce chercheur a ouvert les vieilles notes du docteur Manceau. Il a lu la première page,
et il a compris immédiatement que cet homme avait découvert quelque chose d'énorme, sans jamais pouvoir le prouver. On s'est arrêté là. Manso avait observé, documenté, présenté ses résultats, et le monde n'était pas prêt à l'entendre. Ces notes avaient dormi dans des archives pendant plus d'un siècle, et quand un chercheur spécialisé en microbiologie les a retrouvées, il ne cherchait pas forcément quelque chose de révolutionnaire. Il travaillait sur l'histoire des pratiques médicales, fouillait des documents anciens, essayait de reconstituer comment les médecins du passé avaient observé et interprété les épidémies. Et là, au milieu de rapports ordinaires et de comptes rendus routiniers, ces pages précises, ces tableaux de chiffres, cette observation systématique et rigoureuse sur plusieurs vagues successives d'une même maladie. Ce chercheur s'appelait Raphaël Sintès. Il travaillait dans un laboratoire de microbiologie dans une université du sud de la France. Et ce qui l'a frappé en lisant Manso, ce n'était pas l'observation elle-même, il la trouvait plausible dès le départ. C'était la méthode. Manso avait fait quelque chose de remarquablement moderne pour son époque. Il avait comparé des groupes, il avait contrôlé des variables, il avait maintenu ses observations sur plusieurs années et plusieurs épidémies distinctes. Dans un monde où la médecine fonctionnait encore largement sur des intuitions et des traditions transmises oralement, cet homme avait produit quelque chose qui ressemblait à une étude épidémiologique structurée. Sintès a décidé de vérifier. Avec les outils de la biologie moléculaire moderne, avec des microscopes électroniques, avec des techniques de culture bactérienne et d'analyse chimique que Manso n'aurait pas pu imaginer, il a mis des bactéries en contact avec des surfaces en cuivre et il a regardé ce qui se passait. Et ce qu'il a vu sous le microscope l'a arrêté net. En quelques minutes, les membranes des bactéries commençaient à se déformer. En 1 heure, la plupart étaient mortes. Il a répété l'expérience avec différents types de bactéries. Des bactéries responsables d'infections respiratoires, des bactéries intestinales, des souches résistantes aux antibiotiques, ces superbactéries que la médecine moderne combat avec de plus en plus de difficultés. Résultat identique à chaque fois, le cuivre les tuait. Pas lentement, pas partiellement. Complètement, et bien plus vite que n'importe quelle surface utilisée en milieu hospitalier. Le mécanisme, quand il l'a détaillé, était d'une logique presque brutale. Les ions du métal s'accrochent aux protéines de la membrane bactérienne. La membrane perd sa capacité à filtrer ce qui entre et ce qui sort. La cellule est envahie. Puis ces mêmes ions génèrent des réactions chimiques internes qui s'attaquent directement au matériel génétique de la bactérie. L'ADN est cassé en de nombreux endroits en même temps. La bactérie ne peut plus se réparer. Elle ne peut plus se reproduire. Elle meurt. Et ce qui rend ça particulièrement remarquable, c'est que ce processus est totalement autonome. Il ne nécessite pas d'énergie extérieure, pas de produits chimiques ajoutés, pas d'entretien. Le métal fait son travail simplement parce qu'il est là. Sintès a publié ses résultats. Et là, contrairement à ce qui était arrivé à Manso un siècle plus tôt, le monde scientifique était prêt à recevoir l'information. Les outils existaient pour la vérifier, les cadres conceptuels existaient pour l'expliquer. Et d'autres laboratoires dans d'autres pays ont répété les expériences et obtenu les mêmes résultats. Des hôpitaux ont commencé à tester des surfaces en cuivre dans des services à haut risque d'infection. Les résultats cliniques ont confirmé ce que le laboratoire avait montré. Des réductions significatives des infections hospitalières, sans médicaments supplémentaires, sans protocole d'hygiène renforcé, juste un changement de matériaux sur les surfaces que les gens touchent le plus souvent. Et c'est là que l'ironie devient presque douloureuse. Parce que cette propriété que la science moderne venait de redécouvrir avec ses outils sophistiqués, les civilisations anciennes l'avaient utilisée empiriquement depuis des millénaires. Des textes médicaux très anciens mentionnaient le cuivre pour traiter les plaies infectées et purifier l'eau de boisson. Des récipients en cuivre étaient utilisés pour conserver des aliments périssables. Des surfaces en cuivre étaient installées dans des lieux de soins rudimentaires. Personne ne savait expliquer pourquoi ça marchait. Mais ça marchait, et tout le monde le savait, et tout le monde continuait à le faire de génération en génération. Puis est arrivée l'ère industrielle, avec ses matériaux nouveaux, brillants, moins chers, plus faciles à produire en grande quantité. L'acier inoxydable, le plastique.
l'aluminium. Ces matériaux avaient des avantages réels. Ils étaient légers, ils se nettoyaient facilement, ils résistaient à la corrosion visible, et ils avaient un aspect propre, moderne, rassurant. Alors on a fait le choix du nouveau et du pratique, sans se demander ce qu'on abandonnait en chemin, sans mesurer ce qu'on perdait en remplaçant un métal qui tuait les bactéries par des surfaces sur lesquelles ces mêmes bactéries pouvaient survivre des jours entiers. Ce n'est pas une décision prise par des gens malveillants, c'est une décision prise par des gens qui ne disposaient pas de toutes les informations pertinentes. Mais le résultat est là. Et maintenant que nous avons les informations, la question devient inconfortable. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Mais laissons cette question ouverte un instant, parce que l'histoire du cuivre dans le vivant ne s'arrête pas aux bactéries et aux surfaces hospitalières. Elle va bien plus loin. Elle plonge dans quelque chose que très peu de gens connaissent et qui, quand on le découvre pour la première fois, change profondément la façon dont on perçoit ce métal et dont on se perçoit soi-même. Il existe sur cette planète des créatures dont le sang est d'une couleur que nous associons au ciel par temps clair, à la mer par grand fond, à certaines pierres précieuses. Un bleu intense et vivant. Pas une métaphore, pas une approximation, un bleu réel, chimiquement déterminé, qui coule dans leurs vaisseaux et transporte l'oxygène vers leurs organes, exactement comme notre sang rouge le fait pour nous. Et la raison pour laquelle ce sang est bleu, c'est que le métal au cœur de sa chimie n'est pas le fer. C'est le cuivre. Et ce détail, aussi étrange qu'il paraisse, révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont la vie a résolu le même problème de deux manières totalement différentes, sur deux branches de l'évolution qui ne se sont jamais croisées. Il existe une créature qui vit depuis 450 millions d'années sans changer d'une seule façon notable, et dont le sang bleu est aujourd'hui indispensable à la fabrication de chaque vaccin injecté dans un bras humain sur cette planète. On vient de parler du sang bleu des pieuvres et des calmars, de cette biochimie parallèle à la nôtre, construite autour du cuivre plutôt que du fer. Mais il y a une autre créature dans cette histoire, une créature encore plus ancienne, encore plus étrange, dont la relation avec le cuivre touche directement à quelque chose que tout le monde comprend immédiatement. Ta santé, tes médicaments, les vaccins que tu as reçus dans ton enfance. Le limule est un animal qui ressemble superficiellement à un crabe, avec une carapace bombée en forme de casque et une longue queue rigide qui dépasse derrière lui. Il vit dans les eaux peu profondes des côtes, s'enfouit dans le sable, se nourrit de mollusques et de vers marins. Et il fait ça depuis 450 millions d'années. Pas une version modifiée de ses ancêtres, lui. Pratiquement identique aux fossiles qu'on trouve dans des roches datant d'avant les dinosaures, d'avant les forêts, d'avant les fleurs. Il a traversé 5 extinctions massives, sans pratiquement rien changer dans sa conception. C'est soit le signe d'une adaptation parfaite, soit celui d'une chance extraordinaire, probablement les deux à la fois. Son sang est bleu, comme celui des pieuvres dont on vient de parler. Comme tous les arthropodes marins, il utilise le cuivre pour transporter l'oxygène dans ses vaisseaux. Mais son sang a une propriété supplémentaire, une propriété que personne n'avait anticipée et qui a été découverte presque par accident dans les années 60 par un biologiste marin qui étudiait pourquoi certains limules mouraient dans les estuaires pollués. Ce chercheur a remarqué que quand il prélevait du sang de limule et le mettait en contact avec certains types de bactéries, le sang se solidifiait instantanément. Il formait un gel épais autour du contaminant, l'isolant, l'emprisonnant, l'empêchant de se disperser. C'était un mécanisme de défense immunitaire d'une efficacité stupéfiante. Mais ce qui était vraiment remarquable, c'était sa sensibilité. Ce sang réagissait à des concentrations de toxines bactériennes tellement infimes qu'aucun instrument chimique de l'époque ne pouvait les détecter. L'industrie pharmaceutique a compris immédiatement ce que ça signifiait. Pour fabriquer un médicament injectable, un vaccin, un implant chirurgical, il faut être certain que le produit ne contient pas de toxines bactériennes. Si ces toxines entrent dans le sang d'un patient, les conséquences peuvent être gravissimes. Et pendant longtemps, les tests disponibles pour vérifier cette stérilité étaient lents, imprécis et peu fiables. Le sang de limule, lui, réagissait en moins d'une heure avec une précision que rien d'autre ne pouvait égaler. Aujourd'hui, chaque lot de vaccin,
Chaque médicament injectable, chaque implant médical approuvé dans le monde est testé avec un réactif dérivé du sang de limule. Chaque seringue qui entre dans un bras humain est passée par ce test. Ce mécanisme de défense qu'un arthropode vieux de 450 millions d'années a développé pour survivre dans des eaux contaminées est devenu le gardien invisible de la médecine moderne. Et le litre de ce sang bleu vaut aujourd'hui autour de 15 000 € sur le marché pharmaceutique. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est la connexion que ça crée. Le cuivre au cœur du sang du limule est la même matière que dans les câbles électriques, dans les poignées de porte bactéricides, dans les pièces de monnaie qui décomposent légèrement ta peau quand tu les frottes. Ce métal qu'on extrait du sol, qu'on fond, qu'on façonne depuis 7000 ans, l'évolution l'a utilisé de son côté pour construire des solutions biologiques que notre technologie n'arrive pas à imiter. Et ces solutions sont maintenant intégrées à notre système médical de façon irremplaçable. Mais il y a encore une autre dimension à tout ça. Une dimension qui concerne cette fois non pas ce que le cuivre fait dans les organismes vivants, mais ce qu'il fait dans les fils et les câbles, et plus précisément ce qu'il a rendu possible un soir où une décision insensée prise par un homme obstiné a changé la nature même du monde dans lequel nous vivons. Imagine une salle de réunion, des hommes autour d'une table, des cartes marines étalées sur le bois, à noter, corriger, raturer, des chiffres qui ne s'additionnent pas correctement, des investisseurs qui commencent à douter. Et au centre de tout ça, un homme qui refuse d'abandonner une idée que tout le monde autour de lui juge impossible. Relier deux continents séparés par un océan entier avec un fil de cuivre posé à 4 km de profondeur sous l'eau. Cet homme s'appelait Armand Destieux. Négociant de formation, il n'avait aucune formation technique, aucune expertise en ingénierie marine, aucune expérience dans la pose de câbles sous-marins. Ce qu'il avait, c'était une conviction, et suffisamment d'énergie pour convaincre d'autres personnes de mettre leur argent et leur réputation dans cette conviction. Le projet était simple à formuler et cauchemardesque à réaliser. Un câble conducteur protégé par plusieurs couches d'isolant et d'armature métallique, long de plusieurs milliers de kilomètres, posé au fond de l'Atlantique depuis un navire spécialement équipé, capable de transmettre des signaux électriques d'un continent à l'autre en quelques minutes. À l'époque, une information mettait plusieurs semaines pour traverser l'océan à bord d'un paquebot. Destieux voulait réduire ce délai à presque rien. Les premières tentatives ont échoué. Le câble s'est rompu, il a coulé. Il a été récupéré, ressoudé, reposé et a de nouveau lâché à quelques centaines de kilomètres de l'arrivée. À chaque échec, une partie des investisseurs se retirait. Les journaux raillaient le projet. Des ingénieurs réputés publiaient des articles expliquant pourquoi c'était physiquement impossible dans les conditions actuelles. Destieux continuait. Et quand ça a finalement fonctionné, quand le signal a traversé l'océan pour la première fois et qu'un message a été reçu de l'autre côté en quelques minutes, le monde a mis du temps à réaliser ce qui venait de se passer. Pas quelques heures, pas quelques jours. Les premières réactions dans les journaux étaient prudentes, incrédules, presque méfiantes. Les gens ne savaient pas encore comment penser un monde où deux continents pouvaient se parler instantanément. Mais très vite, tout a changé. Les décisions commerciales pouvaient maintenant se prendre en temps réel des deux côtés de l'océan. Les nouvelles politiques arrivaient en minutes plutôt qu'en semaines. Les marchés financiers des deux continents commençaient à se synchroniser d'une façon qui n'avait jamais été possible auparavant. Ce fil de cuivre sous 4 km d'eau froide et obscure avait compressé l'espace entre deux continents. Il avait rendu le monde plus petit, plus rapide, plus connecté. Et tout ce que nous appelons aujourd'hui le monde numérique, les données qui voyagent à travers les océans, les communications instantanées entre des personnes séparées par des milliers de kilomètres, tout ça repose encore sur des câbles sous-marins. Des câbles plus sophistiqués, qui utilisent maintenant la lumière plutôt que l'électricité pour transmettre les signaux, mais qui contiennent encore du cuivre. Dans leurs circuits d'amplification, dans leur système d'alimentation, dans les équipements qui les posent et les entretiennent. Ce métal est à l'origine de la connexion globale. Et pourtant, même ça, même cette capacité à relier des continents, n'est qu'une conséquence d'une propriété physique du cuivre
que personne à l'époque de Destieux ne comprenait vraiment. Une propriété qui, quand on l'examine de près, révèle quelque chose de profondément étrange. Quelque chose qui touche aux règles fondamentales de la physique, et au fait que le cuivre, discrètement, sans en avoir l'air, les contourne. Les meilleurs physiciens de la planète travaillent depuis presque 40 ans sur un problème que le cuivre leur pose, et aucun d'entre eux n'a encore réussi à le résoudre complètement. On vient de parler de la façon dont ce métal contourne discrètement les règles normales de remplissage des niveaux d'énergie électronique. Cette particularité quantique explique sa conductivité extraordinaire. Mais elle ouvre aussi sur quelque chose de bien plus profond, bien plus déroutant, que les scientifiques ont découvert il y a quelques décennies et qui représente peut-être la frontière la plus importante de la physique moderne. Pour comprendre ce dont on parle, il faut d'abord saisir ce qu'est la supraconductivité. Dans un conducteur ordinaire, comme le cuivre à température ambiante, les électrons se déplacent librement, mais pas sans friction. Ils rencontrent des résistances. Une partie de l'énergie électrique se dissipe en chaleur. C'est pour ça que les câbles électriques chauffent quand ils transportent du courant. C'est pour ça que les lignes à haute tension perdent une fraction de l'énergie qu'elles transportent entre la centrale et ta maison. Cette perte est inévitable dans un conducteur normal. Elle est inscrite dans la physique du matériau. La supraconductivité, c'est l'absence totale de cette résistance, zéro perte, zéro chaleur dégagée. Un courant qui circule sans rencontrer le moindre obstacle. Et pendant longtemps, on a cru que ce phénomène n'était possible qu'à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu, obtenu seulement avec de l'hélium liquide, coûteux et difficile à manipuler. À ces températures-là, certains métaux simples perdent toute résistance électrique. Le phénomène était connu et théorisé. On en comprenait le mécanisme, tout semblait clair. Et puis des chercheurs ont synthétisé un composé céramique contenant du cuivre, de l'oxygène et d'autres éléments, et ont découvert que ce composé devenait supraconducteur à une température bien plus élevée que tout ce qu'on avait observé jusqu'alors. Une température qui permettrait de remplacer l'hélium liquide hors de prix par de l'azote liquide, un gaz tellement commun et bon marché qu'il coûte moins cher que de nombreuses boissons du quotidien. Ce n'était pas une amélioration marginale, c'était un saut quantitatif si important qu'il changeait complètement ce qui était économiquement envisageable. La nouvelle a traversé les laboratoires du monde entier comme une décharge. En quelques mois, des équipes dans des dizaines de pays reproduisaient les expériences, confirmaient les résultats, essayaient d'aller encore plus loin. Des conférences scientifiques ont vu des salles débordées de chercheurs qui restaient debout jusqu'au milieu de la nuit pour écouter des communications sur ces nouveaux matériaux. L'excitation était palpable, presque physique. On sentait que quelque chose d'historique était en train de se passer. Mais voilà le problème. La théorie classique qui explique la supraconductivité dans les métaux simples ne fonctionne pas pour ces composés à base de cuivre. Le mécanisme par lequel les électrons se mettent à circuler sans résistance dans ces céramiques est différent, fondamentalement différent. Et après presque 40 ans de recherche intense, avec des centaines de laboratoires impliqués, des milliers d'articles publiés, plusieurs prix Nobel attribués à des travaux connexes, personne n'a encore de théorie complète et universellement acceptée qui explique exactement ce qui se passe dans ces matériaux. Des modèles concurrents ont été proposés. Chacun explique une partie du phénomène. Aucun n'explique tout. Et cet échec partiel, cet horizon qui recule à mesure qu'on avance vers lui, n'est pas une anecdote scientifique mineure. C'est une frontière fondamentale. Parce que si on comprenait vraiment ce mécanisme, on pourrait concevoir des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Plus besoin de refroidissement, plus besoin d'équipements coûteux. Des lignes électriques qui transporteraient l'énergie sans aucune perte. Des moteurs électriques d'une efficacité radicalement supérieure. Des scanners médicaux accessibles sans les coûts prohibitifs liés au refroidissement. Des systèmes de stockage d'énergie qui changeraient complètement l'équation des énergies renouvelables. Ce métal qu'on utilise depuis 7000 ans, qu'on fond, qu'on étire, qu'on soude, qu'on recycle, cache dans sa structure cristalline une physique que nos meilleurs instruments et nos meilleurs cerveaux n'arrivent pas encore à lire complètement. On sait ce qu'il fait, on ne sait pas entièrement comment. Et cette frontière-là, ce bord de carte où la connaissance s'arrête et où l'inconnu commence,
est peut-être la chose la plus honnête que ce métal nous ait jamais montrée sur nous-mêmes. Mais il y a encore une dernière chose à dire. Une chose qui dépasse la physique, la biologie, l'histoire et la géopolitique. Une chose qui concerne ce que ce métal laissera derrière lui quand nous aurons disparu. Et cette idée-là, je veux que tu la gardes avec toi après la fin de cette histoire. Voici quelque chose qui devrait te tenir éveillé quelques minutes ce soir, si tu le laisses vraiment entrer. Dans 100 millions d'années, il ne restera probablement rien de reconnaissable de ce que nous avons construit. Pas nos villes, pas nos routes, pas nos monuments, pas nos livres ni nos écrans, ni nos données numériques. La tectonique des plaques aura recyclé la croûte terrestre. L'érosion aura dissous les structures. Les matériaux organiques seront depuis longtemps réintégrés dans le cycle du carbone. Même le béton armé, que certains imaginaient comme une forme de permanence, se sera fragmenté et dispersé bien avant cette échéance. Mais dans les strates sédimentaires de cette époque future, il restera une anomalie. Une couche géochimique précise, fine mais mesurable, qui ne ressemblera à aucune autre couche naturelle avant elle. Une concentration anormale de certains éléments qui n'ont pas cette distribution à l'état naturel. Et parmi ces éléments, le cuivre sera l'un des plus caractéristiques. Parce que nous avons fait quelque chose que la géologie seule n'aurait jamais fait. Nous avons extrait ce métal de ces gisements concentrés. Nous l'avons fondu, transformé et distribué sur l'ensemble de la surface terrestre. Dans chaque câble enterré, dans chaque tuyau, dans chaque circuit imprimé, dans chaque pièce de monnaie perdue dans un jardin, dans chaque moteur abandonné dans une décharge, le cuivre s'est dispersé de façon homogène sur des millions de kilomètres carrés. Cette dispersion est irréversible à l'échelle humaine, et à l'échelle géologique, elle formera une signature. Un marqueur stratigraphique aussi clair et aussi daté que les couches d'iridium qui marquent l'impact de la météorite qui a précipité la disparition des dinosaures. Sauf que notre couche à nous, ce n'est pas l'iridium d'une roche venue de l'espace. C'est le cuivre que nous avons nous-mêmes remonté du sol et répandu partout. Pense à ce que ça signifie. Tous les textes que nous avons écrits se dégraderont. Tous les signaux numériques que nous avons envoyés se dissiperont. Toutes les langues que nous parlons seront oubliées. Mais cette fine couche verte dans la roche, cette signature chimique dans les strates d'une future falaise que personne parmi nous ne verra jamais, elle racontera quelque chose. Elle dira qu'à ce moment précis de l'histoire de cette planète, quelque chose a vécu ici avec une intensité remarquable. Quelque chose a trouvé ce métal dans la Terre, l'a sorti, l'a fait circuler partout, l'a utilisé pour transmettre de l'énergie, de l'information, de la chaleur, de la vie. Et puis ce quelque chose a disparu. Nous croyons posséder ce métal. Nous croyons le maîtriser, le contrôler, décider de ce qu'il devient. Mais dans la mesure du temps qui compte vraiment pour la matière, c'est lui qui nous survivra. Ce n'est pas nous qui laissons une trace dans le cuivre, c'est le cuivre qui gardera une trace de nous. Comme une page dans un livre que personne ne pourra lire, mais dont l'encre ne disparaîtra jamais. Nous avons commencé cette histoire avec une odeur sur tes mains qui n'était pas ce que tu croyais. Et on la termine avec l'idée que notre civilisation entière n'est peut-être qu'une parenthèse dans la biographie d'un métal qui existait avant notre Soleil et qui existera encore quand notre planète sera méconnaissable. Ce n'est pas une pensée triste, c'est une pensée honnête. Et l'honnêteté, parfois, a ce goût légèrement froid et métallique qu'on ressent quand on touche quelque chose de réel pour la première fois. Alors voilà la question que je te pose, et j'aimerais vraiment lire ta réponse dans les commentaires. Si ce métal est irremplaçable dans l'électronique, dans la médecine, dans l'énergie, et que sa demande va exploser avec la transition vers les énergies renouvelables, mais que son extraction détruit des écosystèmes et finance des conflits armés dans certaines régions du monde, est-ce qu'on a le droit moral de continuer à en extraire autant? Et si on répond non, alors comment on construit le monde qu'on prétend vouloir construire? Écris ta réponse en commentaire, je lis tout. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas ce matin, laisse un like et abonne-toi. Ce sont des sujets comme celui-là qu'on continue à explorer ici, à chaque nouvelle vidéo.